Je m'appelle Adrien. J'ai 33 ans et je dirige les opérations d'un groupe de restaurants qui sert 3000 couverts par semaine sur 4 établissements. Je sais comment une addition passe de la cuisine à la table comme la plupart des gens savent lasser leurs chaussures. Alors quand mes parents m'ont appelé après 3 ans de silence total et m'ont invité à dîner pour faire la paix, j'aurais dû poser une seule question avant de dire oui. Qui sera vraiment à cette table? Je n'allais pas poser. J'ai roulé 40 minutes jusqu'au belvédère, j'ai franchi les portes d'entrée et j'ai trouvé 16 membres de ma famille déjà installés autour d'une longue table couverte de queues de homard, de pièces de Wagyu et d'une bouteille de Saint-Émilion à 400 € qu'ils avaient commencé à verser avant même que je me gare sur le parking. Mon père a levé les yeux depuis le bout de la table, a souri et a dit ce que j'avais passé toute ma vie à mériter. C'est toi qui payes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu nous dois bien ça. Il pensait m'avoir coincé. Il n'avait pas prévu les 2 phrases que j'allais murmurer à notre serveur, ni ce que sa propre carte bancaire allait annoncer à toute la famille 15 minutes plus tard. Bienvenue sur Histoire sans éclat, là où des gens ordinaires affrontent des moments familiaux impossibles et en ressortent la dignité intacte. Si vous avez déjà été celui dont on attend qu'il paie, qu'il répare, qu'il se taise, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire et surtout, abonnez-vous. Mais laissez-moi remonter quelques semaines avant le dîner, avant le parking rempli de voitures que je reconnaissais, avant que mon père ne tente de me tendre une note de la taille d'une mensualité de crédit. Il faut que je vous dise qui j'étais le matin où l'invitation est arrivée, parce que c'est la version de moi sur laquelle il comptait, et la version que j'avais déjà cessé d'être. Je gère 4 restaurants, je ne les possède pas. Je gère. Je me suis construit en partant de débarrasser les tables d'Hongrie à Saint-Étienne quand j'avais 17 ans. Je sentais encore l'huile de friture dans le bus scolaire le lendemain matin. À l'accueil à 19 ans, serveur à 21, responsable de salle à 24, directeur régional des opérations à 30. Je ne suis pas riche. J'ai un toit entièrement payé, un plan d'épargne retraite que je ne touche jamais, et exactement un seul luxe, l'eau gazeuse, plate ou gazeuse. C'est ce que je commande quand je mange dehors, à chaque fois. Mon équipe trouve ça pittoresque. Ce n'en est pas. Quand on grandit en payant le steak de tout le monde, on apprend à garder sa propre note assez petite pour pouvoir s'en aller. Ce matin-là, j'étais dans mon bureau à relire un contrat fournisseur pour de l'huile d'olive importée, le genre de mardi qui vous fait oublier que tout le monde ne vit pas au rythme des tableurs et des stocks. Mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux et j'ai senti quelque chose de froid se loger derrière mes côtes. 3 ans de silence, et voilà, une notification du groupe dont on m'avait retiré le jour où j'étais devenu le méchant de la famille. Famille vous a rajouté. J'ai fixé cette notification une bonne minute avant de l'ouvrir. Famille, avec le petit cœur rouge que ma mère avait choisi 6 ans plus tôt en créant le groupe. À l'époque où il servait à partager des recettes de fête et des photos du chien de Charlotte. Je n'avais pas revu ce cœur depuis 3 ans. L'historique était vide, rien au-dessus du dernier message de ma mère, ce qui voulait dire qu'il l'avait effacé, ou plus probablement qu'ils avaient eu un second groupe sans moi pendant tout ce temps. Le message de maman était chaleureux, prudent, presque répété. Elle disait que papa et elle avaient beaucoup réfléchi et voulaient m'inviter à dîner au belvédère pour commencer à nous reconstruire en famille. Juste nous 4, écrivait-elle. Elle, papa, moi et Charlotte. Un petit dîner, un nouveau départ. Puis un second message, 30 secondes plus tard, avec la phrase qui aurait dû tout me dire. La famille prend soin de la famille, mon chéri. Il est temps qu'on s'en souvienne. La famille prend soin de la famille. Elle disait ça quand j'avais 19 ans et qu'elle avait besoin de mes pourboires de serveur pour couvrir la facture d'électricité. Elle l'a dit quand j'en avais 23 et que papa avait besoin d'une caution pour la camionnette. Elle l'a dit quand le premier appartement de Charlotte est tombé à l'eau et que j'ai payé la caution en silence. La famille prend soin de la famille avait toujours voulu dire une seule chose chez moi. Adrien prend soin de la famille. J'ai lu le message 2 fois. J'ai remarqué que ma mère n'avait pas dit pardon. Elle n'avait pas dit qu'ils avaient eu tort. Elle avait dit qu'il était temps de guérir. Voix passive, pas de sujet, personne de responsable. J'ai répondu « Je serai là ». Puis j'ai posé mon téléphone face contre le bureau et je suis retourné au contrat d'huile d'olive en faisant semblant que mes mains ne tremblaient pas. Il y a 3 ans, ma sœur Charlotte a décidé d'ouvrir un café. Pas un business plan, pas une étude de marché, un café parce qu'elle en avait vu un à Annecy avec des briques apparentes et une carte bio et s'était dit « je pourrais faire ça ». Elle avait 26 ans, n'avait jamais géré ne serait-ce qu'un stand de citronnade
et avait besoin d'un prêt professionnel de 70 000 euros. La banque a dit oui, avec une caution. Cette caution, c'était censé être moi. Maman a appelé un dimanche. Papa était assis à côté d'elle, les bras croisés, déjà en colère avant même que je décroche. Charlotte avait besoin du prêt. Le café était son rêve. J'avais un bon dossier, un emploi stable, une longue habitude de dire oui. Signe juste les papiers, Adrien. J'ai demandé à voir le business plan d'abord. Charlotte n'en avait pas. J'ai demandé ses marges prévisionnelles, les termes de son bail, ses contrats fournisseurs. Charlotte m'a regardé comme si j'avais insulté sa cuisine. La voix de maman est devenue plate. C'est ta sœur. Tu n'as pas besoin d'un tableur pour aimer ta sœur. J'ai dit non. Pas parce que je n'aimais pas Charlotte. Je l'aimais. Mais j'avais passé assez d'années dans la restauration à voir des gens déverser leurs économies dans des concepts sans fondation. Et je savais à quoi ressemble 70 000 euros de dette de quelqu'un d'autre à 3 heures du matin quand le café est éteint et que l'échéance tombe quand même. Papa s'est levé. Il a pointé la porte et a dit la chose qu'il a fermée pour 3 ans. Si tu ne veux pas aider cette famille, tu n'en fais pas partie. Je suis entré chez moi. Le lendemain matin, on m'avait retiré du groupe famille. Personne n'a appelé. Personne n'a écrit. Pendant 3 ans, j'étais le fils qui aimait l'argent plus que sa propre sœur. Voilà la partie difficile à admettre. Le silence a failli me briser. Pas parce qu'ils avaient raison. Je savais que non, parce que ça me manquait d'être nécessaire. C'est la vraie blessure. Et il m'a fallu 2 ans et une psychologue, la docteure Nguyen, pour la nommer correctement. J'étais le réparateur de la famille depuis mes 17 ans. La première paie était passée dans les courses, le remboursement d'impôts dans les soins dentaires de maman. Quand la boîte de vitesse de papa a lâché, j'ai payé la réparation et lui ai dit que c'était couvert par la garantie parce que je savais qu'il n'accepterait jamais l'aumône de son fils de 22. 1. Quand Charlotte s'est mariée, j'ai couvert le fleuriste, le photographe et la moitié de la réception. Et j'ai souri pendant que maman portait un toast à ses 2 enfants forts qu'elle avait élevés. 2 enfants forts. Une seule note. Je ne le faisais pas par générosité. Je le faisais parce que j'avais appris, quelque part vers 15 ans, que le moyen le plus rapide de garder la paix dans ma famille était de m'assurer que personne n'ait à demander 2 fois. On demande une fois, Adrien paie. Tout le monde est content. Le dîner est calme. Je les ai dressés. J'ai appris à mes parents que mon portefeuille était un distributeur automatique. On insère de la culpabilité. On reçoit un chèque. Et quand la machine a fini par afficher hors service, ils ne l'ont pas dépanné. Ils l'ont débranché et sont partis. Alors, quand le message de maman est apparu après 3 ans, la famille prend soin de la famille, mon chéri. J'ai senti le vieux réflexe s'allumer dans ma poitrine, comme un muscle que je n'avais pas étiré depuis des années. Vas-y, répare, paie ce qu'il faut que tout redevienne calme. Mais j'entendais aussi la voix de la docteure Nguyen, régulière comme un métronome. Vous leur avez appris que vous paieriez toujours. C'était votre erreur à corriger. Pas en payant plus, mais en arrêtant. Ma collègue Inès m'a dit de ne pas y aller. Elle était assise en face de moi au déjeuner, le lendemain de l'invitation, et a dit « Adrien, ça pue le guet-apens à planer ». Et je me souviens d'avoir ri, parce qu'Inès n'avait même jamais rencontré ma famille, et elle le voyait plus clairement que moi. Mon second de cuisine, Karim, a dit la même chose, en plus court. « N'y va pas. » N'y va pas. Mais j'avais déjà décidé. Pas parce que je les croyais. Pas parce que j'attendais des excuses. Je voulais m'asseoir en face de mes parents et découvrir si 3 ans avaient changé quoi que ce soit, ou si le silence n'avait été qu'une version plus longue de la même conversation qu'on avait toujours eue. Celle où l'on attendait de moi que j'écoute, que j'acquiesce et que je paie. Je voulais tourner la page, même si tourner la page voulait dire confirmer que la porte était clouée. Il y avait autre chose aussi, et je vais être honnête là-dessus, parce que je pense que certains d'entre vous comprendront. Ma mère me manquait, pas la mère qui orchestrait. Pas celle qui tenait les comptes. Celle qui m'avait appris à faire des crêpes dans une poêle en fonte quand j'avais 9 ans et chanter avec Dalida pendant que le beurre fondait. Cette mère-là, non plus, n'avait pas appelé depuis 3 ans, mais certains soirs, j'entendais encore Dalida. Alors j'ai dit à Inès que j'y allais. J'ai dit à Karine que ça irait. Je me suis dit la même chose et j'ai presque cru. Je me suis fixé une règle. Un dîner. Courtois. Courtois, pas d'argent.
Et si ça tournait mal, je partirais avant le dessert. Je l'ai écrit sur un post-it que j'ai collé sur mon volant le matin même. Un dîner, puis à la maison. Ce post-it était encore là quand je me suis garé sur le parking du Belvédère et que j'ai compté les voitures. Je me suis habillé simplement, exprès. Pantalon noir, chemise grise que je mets pour les rendez-vous fournisseurs, chaussures plates. Aucun bijou sauf la petite montre en acier que je me suis offerte l'année où je suis devenu directeur régional. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que je l'avais mérité qu'elle donnait l'heure juste et que ça me suffisait. Je ne voulais pas entrer au Belvédère comme si je jouais un rôle. Ma famille pensait déjà que j'étalais ma réussite. La vérité, c'est que je roulais dans une Clio de 9 ans et que je préparais mes repas le dimanche comme la moitié du pays. Le trajet a pris 40 minutes. Je n'ai mis aucune musique. Mes mains sont restées à 10h10. Quelque part, vers la bretelle d'autoroute, mon estomac commençait à se serrer d'une manière que je connaissais. La même sensation que quand une chambre froide tombe en panne un vendredi soir et que je sais que les 6 heures qui viennent vont faire mal. L'instinct. Mon corps savait quelque chose que mon cerveau négociait encore. J'ai failli faire demi-tour à la sortie. Failli. Anne Tellison. Mais j'ai pensé à ces crêpes et j'ai pensé à la voix de la docteure Nguyen et j'ai continué de rouler. Le Belvédère était au bout d'une rangée de boutiques que je n'avais pas vues depuis des années. Le côté chic de la ville, le genre d'endroit où le parking est paysagé et où les hôtesses sont toutes en noir. La camionnette de papa était au 3e rang. La berline de maman juste à côté. Bien. Puis j'ai vu la petite voiture blanche de tante Liliane. Le break de l'oncle Guy. La citadine de Charlotte avec l'autocollant du café qui avait fermé 11 mois après son ouverture. 3 autres voitures que je reconnaissais, 2 que je ne connaissais pas. Mon estomac s'est effondré avant même que j'ouvre la portière. Juste nous 4, avait écrit maman. J'ai compté 9 véhicules. Je suis resté 2 bonnes minutes dans ma voiture, moteur coupé, main sur le volant, à relire ce post-it. Un dîner, puis à la maison. La chose intelligente aurait été de ressortir du parking en marche arrière, de rouler 40 minutes jusqu'à mon appartement, de manger une soupe réchauffée et de ne jamais repenser à cette réunion de famille à laquelle je n'avais pas été invité, ou à laquelle j'avais apparemment été invité sans qu'on me dise la liste des convives. Mais je suis sorti. J'ai rajusté ma chemise. J'ai verrouillé la voiture et j'ai marché vers l'entrée parce que j'avais 33 ans, que j'avais passé 3 ans à apprendre à ne pas fuir et que je n'allais pas recommencer à fuir sur le parking d'un restaurant un jeudi soir. Les portes d'entrée étaient en verre épais avec des poignées en laiton, le genre qui murmure « Les plats commencent à 42 € avant même que vous ouvriez la carte ». À l'intérieur, le hall sentait le romarin, le pain chaud et l'argent. Une hôtesse en robe noire a souri et vérifié son écran. Lefebvre? J'ai hoché la tête. Elle a hoché la tête à son tour. Votre groupe est déjà installé. Elle l'a dit de la façon dont les hôtesses disent des choses quand elles gèrent une grande tablée depuis 1 heure et qu'elles s'efforcent très fort de ne pas avoir l'air stressées. J'ai reconnu l'expression. Ah! Je l'avais portée 1000 fois moi-même. Elle a attrapé une carte. Une seule, et m'a conduit vers le fond de la salle. Je les ai entendus avant de les voir. Des rires, des verres qui s'entrechoquent, le caquettement reconnaissable entre tous de ma tante Liliane, perçant le murmure de toutes les autres tables. Un dîner, puis à la maison. J'ai tourné le coin et j'ai vu la table. 16 chaises, toutes occupées sauf celle du bout, juste en face de mon père. La table s'étirait sur toute la longueur de l'alcôve privée. Nattes blanches, couverts lourds, bougies dans des photophores en cristal bas. Il y avait des plateaux que je pouvais identifier à 3 mètres. Des queues de homard en éventail sur de la glace pilée, des mini-burgers de wagyu sur un présentoir à étage, une planche de charcuterie de la taille d'une table basse. Et au centre, une bouteille que j'avais reconnue lors de dégustation fournisseur. Un Saint-Émilion en cru 2016, environ 400 €, déjà à moitié vide. Ils étaient là depuis un moment. Ils avaient commandé fort. L'hôtesse s'est arrêtée au bord de l'alcôve et m'a jeté un regard qui se traduisait parfaitement dans tous les restaurants où j'avais travaillé. Bon courage. Puis elle s'est penchée et a dit doucement « Votre père a laissé une carte pour garantir la réservation, juste pour que vous le sachiez. On en exige une pour les tablés de plus de 12. » J'ai classé cette phrase comme je classe chaque détail opérationnel. Silencieusement, complètement, définitivement, sa carte était enregistrée. Il avait sécurisé la table. Et pourtant, je savais déjà que l'addition n'était pas censée atterrir sur lui.
Ma mère m'a vu en premier. Elle s'est levée, les deux bras ouverts, et toutes les têtes de la table se sont tournées. Adrien, oh mon chéri, regarde-toi. Des applaudissements. De vrais applaudissements, comme si j'étais un soldat de retour et non le fils qu'ils avaient ignoré pendant 1000 jours. L'oncle Guy a sifflé. Tante Liliane s'est tamponnée les yeux avec une serviette en tissu. Charlotte a levé son verre de vin et a souri du genre de sourire qui a des dents mais aucune chaleur. 16 personnes, du homard et du wagyu et une bouteille de Saint-Émilion à 400 €. Juste nous quatre, avait écrit maman. Je me suis assis. Que faire d'autre quand 16 personnes vous regardent, que la chaise est déjà tirée et qu'un serveur verse de l'eau dans votre verre avant même que votre sac touche le sol? Je me suis assis et j'ai souri, parce que c'est ce que vous donne 15 ans de formation en salle, la capacité de sourire pendant que votre cerveau évalue la menace à plein régime. Maman s'est assise, rayonnante. On voulait que ce soit une surprise, toute la famille réunie, comme au bon vieux temps. Je croyais que c'était juste nous quatre, ai-je dit. Maman a balayé l'air de la main comme pour chasser une mouche. Eh bien, une fois que Liliane a su, et puis Guy, et puis ta cousine Clara, ça a juste grossi. Tu sais comment est la famille. Eh, ouais, je savais exactement comment était la famille. J'ai balayé la table du regard. Papa était au bout, découpant un mini-burger de wagyu comme une dinde de Noël. Charlotte était à sa gauche, téléphone dans une main, vin dans l'autre, faisant défiler quelque chose que je ne pouvais pas voir. Tante Liliane et l'oncle Guy ancraient le milieu. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis un Noël. Il y a 5 ans remplissaient le reste. Thibaut, Margot, des conjoints croisés une fois, et la voisine de tante Liliane que je n'avais jamais vue de ma vie, mais qui mangeait apparemment du homard pour l'occasion, quelle qu'elle soit. Le vin coulait, les plateaux étaient à moitié démolis. Ils étaient là depuis au moins 1 heure avant mon arrivée, et ils avaient commandé tout ce que la carte proposait qui ne nécessitait pas un second crédit immobilier. Maman s'est penchée et m'a serré la main. Tu vois, la famille prend soin de la famille. Et voilà encore, les mêmes mots, le même emballage chaleureux, disant la même cible. J'ai serré sa main en retour et je n'ai rien dit. Je comptais les assiettes. Mon père est le genre d'homme qui commande pour la table, qui ne demande pas, qui commande. Il a fait signe au serveur, un jeune type à peine sorti de l'adolescence, qui avait l'air de tenir à la caféine et à l'angoisse, et il a énuméré des suppléments sans jeter un œil à la carte. Une autre tournée de queue d'homard, 2 autres plateaux de wagyu, et apporté une autre bouteille de ce Saint-Émilion. Le grand cru. Le bon. Il a dit, le bon, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Papa a sorti sa carte bancaire de son portefeuille et l'a tenue entre 2 doigts comme un magicien montrant une pièce au public avant le tour. « Mettez tout là-dessus » a-t-il dit au serveur. « On fête quelque chose ce soir. » Le serveur, son badge indiqué Nathan, a griffonné, hoché la tête et disparu vers la cuisine avec l'air de quelqu'un qui rêvait désespérément d'une pause de cigarette. J'ai regardé mon père remettre la carte dans son portefeuille avec une petite tape, comme on tapote un chien qui a bien fait son numéro. Quelque chose clochait. J'avais grandi en regardant papa marchander le prix d'un pot d'échappement. Je l'avais vu rapporter une chemise parce que l'étiquette de solde manquait. Bernard Lefebvre ne commandait pas des bouteilles à 400 €. Il n'agitait pas des cartes bancaires comme des drapeaux. C'était une performance, et elle m'était destinée. Regarde comme on va bien, Adrien. Regarde comme on avait peu besoin de toi. Sauf que la voiture sur le parking était la même camionnette qu'il y a 5 ans, avec un coup dans l'aile arrière qu'il n'avait jamais réparé. Et le sac de maman, le sac qu'elle portait depuis que j'étais au lycée, était posé sur la chaise à côté d'elle, l'anse craquelée retenue par une épingle à nourrice. Il jouait un rôle. Je ne connaissais simplement pas encore le prix du billet. Les petites attaques ont commencé vers la 2e bouteille. Tante Liliane s'est penchée par-dessus l'oncle Guy et a dit « Ça doit être agréable de diriger tous ces restaurants chics pendant que nous autres on rogne sur tout. » Elle a ri en le disant, de la façon dont les gens rient quand ils veulent que vous sachiez qu'ils sont sérieux. Ma cousine Margot m'a demandé si je ne culpabilisais jamais de vivre si bien pendant que mes parents traversaient une mauvaise passe. Je n'étais pas au courant d'une mauvaise passe. Personne ne m'avait parlé d'une mauvaise passe. Charlotte, sans lever les yeux de son téléphone, a ajouté « Il ne saurait pas. Il n'a pas été là. » Chaque remarque atterrissait avec la précision de quelque chose de répété, pas scénarisé exactement, mais aligné comme un chœur qui trouve la même note sans chef d'orchestre. Ils avaient parlé de moi, de mon absence, de mon argent, de ma vie. Et ils étaient arrivés ce soir,
avec une compréhension commune du récit. Adrienne est partie. Adrienne a de quoi? Adrienne doit. Tante Liliane a livré la thèse. Elle a tendu le bras au-dessus de la table, m'a pris la main comme pour me réconforter à un enterrement, et a dit « La famille ne tient pas les comptes, mon grand. » J'ai failli rire. La famille ne tient pas les comptes? Ça, venant d'une femme qui avait un jour cessé de parler à sa propre belle-fille pendant 6 mois à cause d'un plan de table de Noël. Je n'ai pas ri. J'ai retiré ma main doucement et j'ai pris mon verre. Eau gazeuse, la seule chose devant moi. La seule chose que j'avais commandée. Le contraste était presque drôle. 16 personnes nageant dans le homard et le Saint-Émilion, et moi, avec mon verre de San Pellegrino au bout de la table comme le conducteur désigné à un enterrement de vie de garçon. Nathan, le jeune serveur, est passé derrière moi, et j'ai croisé son regard. « Juste de l'eau ce soir » a-t-il demandé à voix basse. « Juste de l'eau » ai-je dit. Il a hoché la tête comme s'il comprenait quelque chose que je n'avais pas dit à voix haute. « Laissez-moi vous parler de Nathan. » Il avait peut-être 19 ou 20 ans, maigre comme le sont les jeunes de la restauration avant d'apprendre à manger entre 2 coups de feu. Il bougeait vite, mais avec soin, comme les serveurs débutants quand la table est trop grande et la commande trop compliquée, et qu'ils savent qu'une assiette mal placée signifie une conversation avec. Le responsable qu'ils ne peuvent pas se permettre. J'ai tout reconnu en lui parce que j'avais été lui. 17 ans, débordé sur 2 tables, apprenant que les clients qui claquent des doigts sont toujours ceux qui laissent le moins de pourboire. Il gérait notre tablée de 16 tout seul. Enfin, presque. Presque. Un commis apparaissait de temps en temps pour débarrasser, mais Nathan menait chaque commande, chaque resservi, chaque « Excusez-moi, on peut avoir plus de beurre ?» de tante Liliane qu'il avait dit 3 fois en 20 minutes. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais soupiré. Il a rempli mon eau gazeuse sans qu'on le lui demande, et quand il a reposé le verre, il m'a surpris à regarder la table avec une expression que j'aurais sans doute dû mieux cacher. « Longue soirée » a-t-il murmuré. J'ai failli lui dire la vérité. Au lieu de ça, j'ai juste dit « Vous faites un super boulot. » Il a cligné des yeux, surpris, comme s'il n'avait pas l'habitude qu'un client dise ça. Puis il s'est redressé d'un bon centimètre et est passé à la resservie de l'oncle Guy. Je l'ai regardé partir et j'ai pensé à la version de moi qui portait autrefois 4 assiettes sur l'avant-bras et pleurait dans la chambre froide les soirs durs. Ce gamin n'avait aucune idée qu'il finirait de l'autre côté d'une table comme celle-ci, assis en face de la famille qui avait fait de lui un réparateur et un financeur, à qui l'on demandait demandait de signer un chèque de plus. Mais il comprendrait ce que j'allais faire. Il le comprendrait parfaitement. Je me suis excusé pour aller aux toilettes vers la 40e minute. J'avais besoin de 2 minutes sans le commentaire de tante Liliane et d'une porte que je pouvais verrouiller. Les toilettes du Belvédère étaient du genre avec des serviettes en tissu, du savon à la lavande et un grand miroir qui vous donnait l'air un peu mieux que vous ne vous sentiez, joli tour de force vue, que je me sentais comme si je digérais du verre pilé. J'ai ouvert le robinet, pressé de l'eau froide sur mes poignets comme on fait quand on a besoin que son rythme cardiaque coopère avec son cerveau. Puis je l'ai vu. Un téléphone sur le bord du plan en marbre, écran encore allumé, coque couverte d'autocollants de marguerite. Le téléphone de Charlotte. Elle avait dû entrer avant moi et l'oublier en se laissant distraire. Charlotte oubliait des choses partout. C'était un des rares traits qu'on partageait. Je ne comptais pas regarder. Je veux que ce soit clair. Mais l'écran était lumineux, et la bannière de notification en haut venait d'un groupe dont je n'avais jamais fait partie, et l'aperçu du texte a suffi à arrêter ma main alors que j'allais prendre. L'essuie-main. Le groupe s'appelait Plan Dîner. 3 membres, maman, papa, Charlotte. Le dernier message, envoyé il y a 4 jours, était de maman. L'aperçu montrait des mots que je peux encore réciter de mémoire. Ne dis pas à Adrien que c'est tout le monde. Il n'osera pas. Mon pouls était stable. Mes mains étaient sèches. J'ai pris le téléphone, comme je prendrais une facture fournisseur qui ne tombe pas juste. Pas en colère, pas surpris, juste en confirmant ce que les chiffres me disaient déjà. J'ai remonté. Le message complet disait « Ne dis pas à Adrien que c'est tout le monde. Une fois qu'il sera là avec toute la famille qui regarde, il n'osera pas dire non. Il n'a jamais suggéré une scène. » En dessous, papa avait répondu « Assure-toi juste qu'il s'assoie à mon bout. Je m'occupe de la demande. » La contribution de Charlotte, 2 minutes plus tard. Commandez le bon avant qu'il arrive. Une fois que c'est sur la table, il ne peut pas vraiment le renvoyer, me dit-elle. J'ai continué à remonter. 3 semaines de messages. Maman coordonnant les confirmations.
Liliane vient, Guy vient, Margot dit oui s'il y a du vin. Papa, plus discret, surtout logistique, parking, heure de réservation, comment formuler l'invitation pour qu'elle sonne décontractée. Puis les messages qui m'ont glacé l'estomac. Maman, il y a 10 jours, la banque a encore appelé jeudi. Il faut trouver une solution avant juin. Papa, Adrien peut nous couvrir jusqu'au printemps. Il a largement de quoi. Et celui qui m'a frappé comme un sac de gravier tombé d'une étagère, maman encore, il y a 8 jours. Ce n'est pas demander de l'argent. C'est le laisser revenir dans la famille. Il devrait être reconnaissant qu'on lui donne même cette chance. Reconnaissant. Il voulait que je sois reconnaissant du privilège d'avoir été piégé dans un dîner à 16 au restaurant, dans un endroit que je n'aurais pas choisi moi-même, pour payer une addition que je n'avais pas commandée, pour résoudre une crise dont personne ne m'avait parlé, pour une famille qui m'avait coupé quand j'avais dit non la dernière fois. J'ai reposé le téléphone de Charlotte sur le plan, écran vers le bas, exactement là où je l'avais trouvé. Je me suis lavé les mains. Je me suis regardé dans ce miroir flatteur et j'ai pensé, je sais ce que tu fais. Je sais ce que ça coûte. Et pour la première fois en 15 ans, je ne vais pas le payer. Je suis resté dans ces toilettes à tenir la vérité à 2 mains, et le plus étrange, c'était à quel point j'étais calme. Pas anesthésié, pas en colère, juste clair, comme une cuisine devient silencieuse, juste avant le coup de feu du soir. Tout en place, rien de gaspillé, chaque poste prêt. Si vous avez déjà découvert que vous étiez aimé pour ce que vous pouviez fournir et non pour qui vous étiez, vous savez exactement comme ce carrelage était froid sur mes chaussures. Restez avec moi. Abonnez-vous, parce que ce que j'ai fait ensuite, je l'ai planifié dans le temps qu'il faut pour se sécher les mains. Je suis retourné à la table avec la même expression que j'arbore quand un inspecteur d'hygiène débarque à l'improviste. Plaisant, illisible, pleinement opérationnel. Personne n'a rien remarqué de différent. Tante Liviane racontait une histoire sur le divorce de sa voisine. L'oncle Guy attaquait sa 3e queue de homard. Charlotte avait récupéré son téléphone et faisait à nouveau défiler, inconsciente. Mais je remarquais maintenant des choses que je n'avais pas vues avant ou que je ne m'étais pas autorisé à voir. Maman lançait des regards au portefeuille de papa sur la table, de petits coups d'œil rapides comme si elle vérifiait un compte à rebours. Le rire de papa avait une demi-mesure de trop, comme rient les gens nerveux qui couvrent ça par le volume. La bouteille, la 2e, était presque vide et personne n'avait suggéré de ralentir, parce que pourquoi l'aurait-il fait? Ce n'était pas eux qui payaient. C'était moi. C'était tout l'objet de la soirée, et chaque queue de homard, chaque mini-burger de Wagyu, chaque verre de ce Saint-Émilion à 400 € était une brique de plus dans le mur qu'il bâtissait, autour de moi, assez haut pour que je ne puisse pas en sortir sans faire la scène que j'avais passé toute ma vie à éviter. J'ai commencé à poser des questions anodines, le genre qu'on pose quand on prend des nouvelles après 3 ans, et non le genre qu'on pose quand on connaît déjà les réponses et qu'on regarde des gens. Mentir. Comment va le café, Charlotte? Le verre de Charlotte s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Oh, on a fermé. Le marché n'était pas là. Elle l'a dit vite, comme on arrache un pansement qu'on a répété enlever. C'est dommage. Ça a duré combien? 11 mois. Maman est intervenue avant que le silence ne s'installe. Charlotte explore d'autres pistes. Elle a tellement de talent. J'ai hoché la tête, puis je me suis tourné vers papa. Et l'entreprise de bâtiment, papa? Toujours sur les chantiers commerciaux. La mâchoire de papa s'est crispée une demi-seconde. Un tic que j'avais catalogué avant d'être en âge de conduire. Entre 2 projets en ce moment. L'économie est dure. Tu sais ce que c'est. Je savais ce que c'était. Je le savais parce que je venais de lire. La banque a encore appelé jeudi sur le téléphone de sa femme 10 minutes plus tôt. Et parce que le coup dans sa camionnette était toujours là. Et parce que l'homme qui avait commandé 2 tournées de homard et une bouteille à 400 € était assis en face de moi à jouer la solvabilité comme un acteur de théâtre amateur joue Molière. Forte, investi et entièrement peu convaincant pour quiconque a vu le vrai. J'ai juste hoché la tête et les ai laissés parler. Les gens vous racontent tout quand ils pensent que vous êtes la banque. Ils m'ont parlé de la rénovation de cuisine qu'ils avaient mise en pause, des vacances qu'ils avaient décidé de sauter cette année, du fait que c'était un peu serré, mais rien qu'on ne puisse gérer. Chaque phrase était une fenêtre sur une maison que je voyais maintenant en flammes, et eux tous debout sur la pelouse à faire semblant que la fumée était un barbecue. La pression a commencé à monter comme toujours dans ma famille, pas avec une question directe, mais avec un courant. De petites remarques qui poussaient dans la même direction, assez anodines pour être niées, assez coordonnées pour acculer. Tante Liliane a soupiré et a dit « Ça doit être tellement gratifiant de réussir comme ça. Certains d'entre nous n'ont pas cette chance. »
Le cousin Thibault, à qui je n'avais pas parlé depuis une éternité, a renchéri. Ouais, Adrien, t'as vraiment bien atterri. C'est génial. Même l'oncle Guy, qui communique normalement exclusivement par métaphore sportive, a réussi de marquer un beau but petit. Chaque compliment était une brique. Chaque brique pointait la même direction. Tu as de l'argent. On le voit. Et on te le rappelle devant témoins. Maman orchestrait depuis le centre de la table comme un chef qui aurait mémorisé la partition. Un signe de tête à Liliane. Un sourire à Thibault. Une main douce sur le bras de papa quand il parlait trop tôt. Elle était douée. Elle avait toujours été douée. Je croyais autrefois que ma mère était juste une personne chaleureuse qui aimait recevoir. Je comprenais maintenant qu'elle était une chef de projet avec 20 ans d'expérience et que son plus gros livrable buvait de l'eau gazeuse au bout de la table. Les cartes de dessert sont arrivées. Tante Liliane a commandé une crème brûlée sans regarder le prix. Charlotte a demandé le soufflé au chocolat qui exigeait 20 minutes de préparation, ce qui voulait dire qu'elle l'avait commandé avant même que je m'asseye. Bien sûr. Il faisait grimper l'addition comme on la fait grimper quand quelqu'un d'autre paie. Sans plafond, sans culpabilité, sans un seul coup d'œil à la colonne de droite de la carte. Mon eau gazeuse était au niveau des glaçons. C'est Charlotte qui a craqué la surface. Elle avait bu 3 verres de Saint-Émilion à ce moment-là, assez pour poncer le filtre qu'elle gardait d'habitude entre son cerveau et sa bouche, qui n'avait jamais été particulièrement épais à la base. Elle s'est penchée par-dessus la table, verre en main, et m'a souri comme si on partageait une blague. Détends-toi, grand frère. C'est juste un dîner. Tu peux te le permettre. J'ai reposé mon verre. Le permettre quoi? Ça. Elle a désigné la table, les plateaux, le vin, les 16 couverts, la crème brûlée et le soufflé au chocolat en train d'être préparés par une cuisine qui n'avait aucune idée qu'elle traitait un racket. On a commandé le bon vu que tu invites. Elle l'a dit si naturellement. Vu que tu invites. Comme si ça avait été réglé dans une réunion à laquelle je n'avais pas été convié, ce qui bien sûr était le cas. La table est restée silencieuse environ 3 secondes, ce qui ne paraît pas long jusqu'à ce que vous soyez celui assis dedans. Maman a lancé à Charlotte un regard qui disait « trop tôt, trop tôt ». Et Charlotte a haussé les épaules comme si elle avait bousculé un vase qu'elle ne comptait pas ramasser. L'oncle Guy a étudié son homard. Tante Liliane a soudain trouvé sa serviette fascinante. Papa s'est raclé la gorge. Le silence a duré assez longtemps pour que Nathan arrive avec une nouvelle bouteille d'eau gazeuse et la pose à côté de mon verre, et pour que je réalise 2 choses. D'abord, que Nathan était la seule personne à cette table qui m'avait versé quelque chose sans rien attendre en retour. Et ensuite, que Charlotte venait de confirmer à voix haute ce que chaque personne dans cette pièce savait déjà. J'étais la cible. Tout ce dîner était un casse, et chaque œuf de homard était une pièce à conviction. Ce qui s'est passé ensuite était un accident, et j'ai presque eu de la peine pour la cousine Margot quand c'est tombé. Elle essayait de faire la conversation, sincèrement je crois, parce que Margot était la seule de la famille à m'avoir envoyé un message d'anniversaire pendant la 2e année du silence, un court « Je pense à toi », auquel je n'avais jamais répondu et dont je me sentais encore coupable. Alors, Adrien, maman a dit que tu as eu une grosse promotion. Un truc comme diriger plein de restaurants maintenant. J'ai fait simple. OK, Bland, directeur régional des opérations. 4 établissements. Margot a hoché la tête, impressionnée. C'est incroyable. Genre, tu es responsable de tous? Personnel, fournisseur, conformité, finances. Tout, du cahier de livraison à l'addition. Je l'ai dit comme je le dirais en réunion factuelle sans fioriture. Mais le mot « finance » a atterri sur cette table comme une pierre à travers une vitre. La fourchette de tante Liliane s'est arrêtée. L'oncle Guy a levé les yeux de son assiette pour la première fois en 10 minutes. Le pouce qui faisait défiler chez Charlotte s'est figé. Même papa s'est déplacé sur sa chaise, calculant. Ils savaient que j'avais réussi. Ils avaient bâti toute leur soirée sur l'hypothèse que j'avais assez bien réussi pour payer. Mais l'entendre, l'ampleur, l'autorité, la précision de ce que je faisais vraiment, c'était différent de le supposer. Ils m'avaient imaginé un serveur bien payé qui avait eu de la chance. Ils n'avaient pas imaginé quelqu'un qui peut lire un compte de résultats plus vite qu'eux ne lise une carte, qui gère des contrats fournisseurs valant plus qu'eux. Leur maison qui savait exactement au centime près ce que coûtaient 16 queues de homard et 2 bouteilles de grand cru avant même que l'addition n'arrive. La table s'est recalibrée. Je le sentais arriver comme un changement de pression atmosphérique.
Le pouvoir n'avait pas encore basculé, mais il s'était desserré. Papa a attendu le dessert. Il était stratégique là-dessus, je le lui accorde. Le soufflé était arrivé, la crème brûlée était craquée, et la deuxième bouteille de Saint-Émilion était retournée dans le seau à glace. Prêt au lunch, vous avanti les sons de fosse. Consident. La table était chaude, pleine et lente de sucre et de vin, et chaque visage était adouci par la satisfaction particulière d'un repas qu'on n'a pas payé et qu'on n'a pas l'intention de payer. Papa a posé sa fourchette. Il a joint les mains au bord de la table, un geste que je lui avais vu faire avant de signer des contrats, avant des discours de Noël, avant de me dire à 23 ans qu'il avait besoin d'une. Cautionne juste cette fois. Il m'a regardé, pas méchamment, pas cruellement, avec l'expression particulière d'un homme qui se croit raisonnable. « Adrien, a-t-il souri, c'est toi qui paies, n'est-ce pas? Tu nous dois bien ça. 5 mots. Tu nous dois bien ça. 16 personnes les ont entendus. Nathan, en train de resservir le café de tante Liliane derrière moi, les a entendus. Le couple de la table voisine qui faisait semblant de ne pas écouter, les a entendus. Ma mère a hoché la tête. Ma sœur a esquissé un sourire en coin. Ma tante a attrapé une autre noisette de beurre, comme si l'affaire était réglée. Tu nous dois. 3 ans de silence et pas une personne à cette table n'avait dit qu'elle était désolée, ou qu'elle avait eu tort, ou que je lui avais manqué pour une autre raison que mon plafond de crédit. Tu nous dois bien ça. J'ai regardé mon père de l'autre côté d'une table couverte des décombres d'un repas que je n'avais pas commandé, entouré d'une famille dont on ne m'avait pas annoncé la venue, tenant un verre d'eau que je m'étais versé moi-même, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Du soulagement, parce que la décision que j'avais eu peur de prendre venait d'être prise pour moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai appris que le silence travaille plus que les mots dans une pièce, pleine de gens habitués à ce qu'on leur donne raison. 3 secondes. 5. 5. Le genre de silence qui fait remuer une tablée de 16 personnes sur leur chaise, attraper leur verre d'eau et soudain se souvenir qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder sur le mur. Derrière vous. Pendant 15 ans, j'avais payé pour que personne ne fasse de scène. J'avais pris chaque addition, cautionné chaque prêt, couvert chaque caution et chaque facture de dentiste et chaque note de fleuriste, parce que le prix de dire non était une pièce exactement comme celle-ci, pleine de visages qui fixent, qui attendent, pleine de l'entente tacite que l'amour d'Adrien se mesurait en euros et que le silence d'Adrien s'achetait par la docilité. 15 ans, des milliers d'euros, et le prix d'entrée dans ma propre famille venait d'être annoncé à la pièce à environ 80 € l'assiette. Plus le vin, plus l'homard, plus la taxe. Et c'est cette particulière qui vient avec le fait d'être l'enfant qu'on appelle que quand quelque chose a besoin d'être financé. J'ai regardé les mains de mon père, toujours jointes, toujours stables. J'ai regardé les yeux de ma mère, toujours chaleureux, toujours en représentation. J'ai regardé Charlotte, qui faisait déjà défiler son téléphone, parce que pour elle, c'était décidé. J'ai regardé Nathan, debout près de la station de service, observant avec l'attention prudente d'un jeune homme qui sait qu'il se passe quelque chose d'important à sa table, sans savoir quoi. Puis j'ai regardé mon eau gazeuse, à moitié pleine, captant la lumière des bougies comme une petite promesse silencieuse que je m'étais faite. J'ai posé ma serviette sur la table. J'ai souri. Je vais m'occuper de ça, ai-je dit, et je me suis levé. Ma main a expiré. Tante Liliane s'est tapotée la poitrine. Papa a desserré les mains. Chacun d'eux pensait, il va payer. Voilà ce que 15 ans derrière un comptoir d'accueil vous apprennent. La personne qui contrôle l'addition contrôle la salle. Ma famille pensait la contrôler. Ils avaient dressé la table, choisi le restaurant, commandé le menu, rassemblé le public et livré l'exigence. Ils avaient 16 personnes, 2 bouteilles de vin et 3 ans de pression accumulés de leur côté. Moi, j'avais 2 phrases et un serveur du nom de Nathan. Si une limite posée en silence a déjà changé toute votre vie, si vous êtes déjà entré dans une pièce où tout le monde s'attendait à ce que vous cédiez et que vous n'avez pas cédé, abonnez-vous. Vous voudrez voir comment celle-ci atterrit. Je ne suis pas allé vers la caisse de devant. Je suis allé vers la station de service, au fond de la salle, là où Nathan rangeait des portes-additions et où un responsable de salle nommé David vérifiait un ticket. David portait l'uniforme standard, chemise noire, cravate noire, oreillette. Et il avait l'allure d'un homme assez longtemps dans le métier pour gérer tout ce qui se présenterait à lui.
Je me suis approché de lui. Excusez-moi, David. Il se tournait. Sourire professionnel. Que puis-je pour vous? J'ai gardé la voix basse. Pas dramatique, pas conspiratrice. Juste le volume qu'on emploie dans le métier quand on gère quelque chose qui n'a pas besoin de l'attention de la salle. Nathan était à côté de lui, à l'écoute, le regard vif, son plateau en équilibre sur la hanche. Tous les deux m'ont regardé de la façon dont les professionnels de la restauration regardent quelqu'un qui parle leur langue, avec une attention immédiate et précise. J'ai dit 2 phrases. Je ne suis pas l'hôte et je ne réglerai pas cette table ce soir. Veuillez apporter l'addition complète au monsieur en bout de table, celui dont la carte est déjà enregistrée pour la réservation. David a cligné des yeux une fois. Il a jeté un œil à Nathan, puis de nouveau à moi. Et la deuxième chose? Détachez juste mon eau gazeuse sur une addition séparée et ajoutez 30% à la mienne pour votre équipe. Ouh, vous l'avez mérité ce soir. Les yeux de Nathan se sont légèrement écarquillés. David m'a regardé 3 secondes pleines, lisant la situation comme un bon responsable de salle lit chaque situation, vite, complètement, sans jugement. Puis il a hoché la tête. C'est fait, c'était tout. C'était pas de discussion, pas d'hésitation, pas de « Vous êtes sûr, monsieur ?» Monsieur, parce que David faisait ça depuis assez longtemps pour savoir à quoi ressemble une réorientation, et Nathan avait observé cette table assez longtemps pour comprendre pourquoi il en fallait une. J'ai payé mon addition sur le champ. Une eau gazeuse, 2 resservis, plus un pourboire de 30%, qui serait le plus gros que Nathan aurait reçu en un mois. David a passé ma carte, m'a tendu le reçu et a dit doucement « Je présenterai l'addition de la table dans une dizaine de minutes, une fois le service des desserts dégagé. » Parfait. Je suis retourné à la table, je me suis assis, j'ai pris mon eau et j'ai bu une lente gorgée. Charlotte se disputait avec le cousin Thibault à propos d'une émission de télé-réalité. Tante Liliane racontait à l'oncle Guy un conflit de clôture avec sa voisine. Maman m'observait avec l'attention prudente de quelqu'un qui pense que l'addition est gérée. Papa était renversé en arrière, bras croisés, satisfait. 16 personnes mangeant le dessert, finissant une bouteille à 400 €, attendant une note qu'ils n'avaient aucune intention de voir. J'ai reposé mon verre et j'ai attendu avec eux. Ces 10 minutes ont été les plus paisibles de ma soirée. La table ne le savait pas encore, mais le repas était terminé de toutes les manières qui comptaient. La nourriture était mangée, le vin était fini, la demande avait été faite et la réponse avait déjà été livrée dans une langue qu'aucun d'eux ne parlait. Je suis resté à mon bout et j'ai écouté ma famille parler. Tante Liliane se plaignait du prix du paillis. L'oncle Guy racontait une histoire de pêche sans fin. Charlotte prenait un selfie avec les restes du soufflé. Maman a ri de quelque chose qu'a dit la cousine Margot, un vrai rire, le genre qui plissait ses yeux et la faisait sonner pendant exactement 3 secondes comme la femme qui chantait Dalida dans la cuisine. J'ai presque ressenti quelque chose. Presque. Mais ensuite, j'ai regardé papa qui consultait son téléphone sous la table avec la concentration aux mâchoires serrées d'un homme attendant un message qu'il ne voulait pas recevoir, et je me suis souvenu du message lu sur le téléphone de Charlotte. Adrienne peut nous couvrir jusqu'au printemps. Il a largement de quoi. Mon eau gazeuse a de nouveau capté la lumière. J'ai regardé les boules monter et éclater une à une, chacune une minuscule implosion que personne n'a remarquée. J'ai pensé à l'Adrien de 17 ans dans son tablier, portant 4 assiettes sur l'avant-bras, apprenant à sourire malgré la brûlure dans ses épaules. Ce gamin aurait payé. Ce gamin aurait sorti sa carte, couvert toute la table, appelé ça de l'amour, serait rentré chez lui et aurait pleuré sous la douche sans jamais le dire à personne. Je n'étais plus ce gamin. Nathan est apparu au bord de l'alcôve et j'ai su, avant même qu'il fasse son premier pas, exactement vers quelle chaise il marchait. Nathan a posé le porte-édition, relié de cuir, gravé du logo du Belvédère, directement devant mon père. Pas au centre de la table, pas près de moi. Et, devant Bernard Lefebvre, l'homme qui avait fait la réservation, dont la carte était enregistrée, qui avait dit à la table de tout mettre là-dessus 2 heures plus tôt. La conversation de la table est morte comme une bougie dans un courant d'air. Papa a fixé le portefeuille de cuir 2 secondes. Je le voyais réfléchir. L'addition est censée aller à Adrien. L'addition est censée aller à Adrien. L'addition est devant moi. Les yeux de maman se sont écarquillés. Elle m'a regardé, puis l'addition, puis de nouveau moi, et pour la première fois de la soirée, son sang-froid s'est fissuré assez pour laisser voir le calcul qui tournait derrière. Adrien, a-t-elle commencé. Papa a récupéré le premier. Il était doué pour récupérer.
Il avait passé 63 ans à ne jamais admettre qu'il était pris au dépourvu. Il a pris le porte-addition, l'a ouvert d'un geste désinvolte et n'a pas regardé le total. Il ne pouvait pas regarder le total. S'il regardait le total devant 16 personnes, la performance s'arrêterait. « Je m'en occupe », a-t-il dit, sortant sa carte de son portefeuille avec le même geste à 2 doigts qu'il avait utilisé plus tôt. Il a tendu la carte à Nathan sans rompre le contact visuel avec moi. « On fait quelque chose, tu te souviens ?» Nathan a pris la carte. « Je reviens tout de suite, monsieur. » Il l'a dit avec douceur, de la façon dont on dit les choses quand on sait ce qui va arriver et que la personne à qui on parle ne le sait pas. Papa s'est renversé en arrière, bras croisés, m'a souri avec l'assurance pleine d'un homme qui croyait que sa carte allait le sauver. Nathan est revenu en 4 minutes. Il s'est tenu à côté de la chaise de mon père. Il s'est penché et a dit à un volume conçu pour être discret, mais entendu par une table devenue assez silencieuse pour entendre la glace fondre, « Je suis désolé, monsieur. La carte a été refusée. » Personne n'a bougé. Le sourire de papa a tenu une seconde de plus, un réflexe, comme une lumière qui reste allumée après qu'on a basculé l'interrupteur. Puis il s'est éteint. « Repassez-la », a-t-il dit. Nathan a hoché la tête. Il a disparu. Il est revenu en 2 minutes. Même inclinaison, même voix douce. « Je suis désolé, monsieur. Ça ne passe toujours pas. Voulez-vous essayer une autre carte ?» Papa a attrapé son portefeuille. Ses doigts ont parcouru les fentes. Une carte, puis une autre, puis une troisième qu'il a tirée de derrière son permis de conduire comme une dernière balle dans un chargeur qu'il avait oublié avoir chargé. Il l'a tendu à Nathan. La table était silencieuse. 16 personnes. Aucune fourchette qui bouge, aucun vin qu'on verse, aucun rire. Juste le bruit des 63 ans de fierté de Bernard Lefebvre se compressant dans un portefeuille qu'il n'arrivait pas à fermer assez vite. Nathan est revenu une 3e fois. Il n'a pas eu besoin de parler. Son visage l'a dit. Papa a regardé Nathan, puis il m'a regardé. Pas avec colère. Pas encore. Avec l'expression brute et sans défense d'un homme qui vient de réaliser, devant toutes les personnes qui comptent pour lui, que le filet sur lequel il comptait avait disparu et que le sol était exactement aussi dur qu'il l'avait toujours craint. Il m'a regardé comme on regarde un canot de sauvetage qui s'éloigne du navire. J'ai pris mon eau gazeuse, j'ai bu une gorgée, l'ai reposée. Je ne te dois rien. Je ne t'ai jamais rien dû. La chaise de papa a raqué le parquet avec un bruit de papier qu'on déchire. Adrien, sa voix était basse, contrôlée, tremblant sur les bords. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, papa. Ta carte a été refusée. C'est entre toi et ta banque. Tu étais censé, il s'est arrêté, mais pas assez vite. La phrase est restée suspendue, inachevée, visible de tous. Tu étais censé payer. Maman s'est mise à pleurer. Pas le genre discret, le genre théâtral, celui avec des halètements et des tamponnages et assez de volume pour recruter la sympathie des tables voisines. Après tout ce qu'on a fait pour toi, après que je t'ai porté, comment as-tu pu rester assis là et qu'est-ce que tu as fait pour moi, maman? Ma voix était posée. Je ne l'ai pas élevée. Je ne me suis pas penché en avant. Je suis resté sur ma chaise, les mains autour de mon verre. Dis-moi devant tout le monde, qu'est-ce que tu as fait pour moi ces 3 dernières années? Charlotte a claqué sa main sur la table. C'est tellement typique. Il faut toujours que tu ramènes tout à toi. Tante Liliane a tendu la main vers mon bras. Adrien, mon grand père, est manifestement gêné. Tu ne peux pas simplement? Non. Un seul mot. Je l'ai dit comme je le dirais à un fournisseur qui aurait tenté de minorer ma facture. Clair, définitif et sans excuse. Puis papa s'est brisé. Pas avec colère cette fois, avec quelque chose de pire. Sa voix est tombée, et pendant un instant, un terrible et honnête instant, il a sonné comme un homme debout dans une maison dont on a éteint les lumières. Adrien, je t'en prie. On se noie. De Fest in Provessert. Je l'ai vu. J'ai vu l'homme effrayé derrière la performance, le père qui avait perdu son entreprise et sa fierté, et qui n'avait pas pu le dire à voix haute jusqu'à ce que sa carte le dise pour lui. Je l'ai vu, et ça m'a fait mal. Puis il a ajouté, et tu nous laisserais faire, et la douleur s'est arrêtée. Parce que même en train de se noyer, il tendait encore la main vers mon portefeuille plutôt que vers la mienne. Je me suis levé. Pas vite, pas dramatique, de la façon dont on se lève quand on a pris sa décision et qu'on n'a pas besoin de la permission de la salle pour partir. Papa, je suis désolé que tu sois en difficulté. Je pense. Mais ça, j'ai désigné la table, les plateaux vides, les bouteilles retournées, les 16 visages qui me regardaient comme le méchant d'une histoire qu'ils avaient répétée toute la semaine.
Ce n'est pas demander de l'aide, c'est un piège. Vous ne m'avez pas invité pour faire la paix. Vous m'avez invité pour faire un paiement. Les pleurs de maman se sont changés en quelque chose de plus dur. Ce n'est pas juste, Adrien. On voulait juste te récupérer. Vous vouliez me récupérer pour ce que je pouvais couvrir, maman. J'ai lu les messages. Il peut nous couvrir jusqu'au printemps. La table est devenue blanche. Le visage de Charlotte s'est vidé. La main de maman a volé vers sa bouche. Papa a regardé la nappe. Si vous avez besoin d'aide, de vraie aide, je m'assoirai avec vous et un conseiller financier et on établira un plan. Pas de piège, pas de public, pas de homard. Mais je ne paierai pas cette addition. Je ne l'ai pas commandée. On ne m'en a pas parlé. Et je ne vous la dois pas. Je ne vous dois rien. Je ne vous ai jamais rien dû. Personne n'a parlé. J'ai pris mon sac. Je regardai ma mère, et j'ai dit la dernière chose que je lui dirai à cette table. Tu m'as toujours dit que la famille prend soin de la famille. Alors pourquoi étais-je le seul à le faire? Puis j'ai marché vers la porte, passé le commis, passé l'hôtesse, passé les lourdes portes de verre aux poignées de laiton. Nathan m'a rattrapé près du vestiaire. « Monsieur ?» Il tenait mon reçu. « Merci, a-t-il dit, à voix basse, sincère. » J'ai touché son épaule. « Vous faites un super boulot, lui ai-je répété. Puis je suis sorti. Le parking était calme. Jeudi soir, air tiède, des cigales qui s'éveillaient dans les arbres paysagers qui donnaient au belvédère l'air d'appartenir à un endroit plus important qu'une zone commerciale. Je me suis assis dans ma voiture, moteur coupé, vitre baissée, et j'ai relu le post-it toujours collé à mon volant. Un dîner, puis à la maison. Un dîner. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et ouvert le groupe familial. Les messages affluaient déjà. Maman, tante Iliane, Charlotte, des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, tous tapant en même temps. Une cascade de points d'exclamation et d'accusation, et ce genre particulier de fureur qui ne vient que de gens qui ont été pris. Je ne les ai pas lus. J'ai descendu jusqu'en bas, j'ai appuyé sur « Quitter le groupe » et j'ai regardé la notification le confirmer. Adrien a quitté le groupe. J'ai posé le téléphone sur le siège passager. J'ai démarré le moteur et j'ai roulé jusque chez moi dans le même silence que celui de l'allée. Sauf que cette fois, le silence n'était pas nerveux. Il était à moi. Il était à moi. Les suites ont été plus calmes que je ne le craignais. Personne n'a appelé ce soir-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Le groupe que j'avais quitté a continué sans moi. Je le sais, parce que la cousine Margot, celle qui avait envoyé le message d'anniversaire, m'a contacté séparément une semaine plus tard. « Je voulais juste que tu saches, a-t-elle écrit, que c'était la chose la plus honnête que quelqu'un ait faite à un repas de famille en 20 ans. Je suis désolé d'en avoir fait partie. » Margot a été la seule à s'excuser. 3 semaines plus tard, Charlotte m'a écrit. Pas pour s'excuser, pour demander si je pouvais lui prêter le premier mois de loyer et la caution d'un nouvel appartement. J'ai répondu avec le nom d'un service de conseil budgétaire et je lui ai souhaité bonne chance. Elle n'a pas répondu. Par Margot, j'ai appris le reste par bribes au fil des mois. L'entreprise de bâtiment de papa avait coulé 18 mois avant le dîner. De mauvais paris sur 2 chantiers commerciaux qui avaient mal tourné. Maman couvrait les minimums de 4 cartes de crédit avec un crédit hypothécaire désormais au plafond. La maison a été mise en vente en juillet. Ils ont déménagé dans une location plus petite, dans une ville à 30 minutes au sud. Charlotte a pris un poste au standard d'un cabinet dentaire. Rien de tout ça n'était ce que je voulais pour eux. Tout cela était la conséquence de choix qu'ils avaient faits bien avant que j'entre au belvédère, et rien de tout ça ne m'appartenait à réparer. J'ai fait ce que j'avais promis à la table. J'ai appelé papa 6 semaines plus tard, et j'ai proposé de m'asseoir avec lui et un conseiller financier. Il a raccroché. Je n'ai pas rappelé, Bus, mais l'offre tient toujours. J'ai appris que la chose la plus chère qu'on puisse acheter, c'est le confort des autres face à votre silence. Et le soir où j'ai cessé de le payer a été le soir où je suis enfin devenu riche. Voilà mon histoire. 16 places, un verre d'eau et une carte bancaire qui a dit la vérité que personne d'autre ne voulait dire. Si vous avez déjà été la banque de la famille, entendez-moi. Aider est un choix, pas une dette. Et une limite n'a pas besoin d'être bruyante pour être incassable. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, abonnez-vous et je vous retrouve dans la prochaine.